quelles ont été tes victoires et tes moments les plus difficiles pendant tout ce parcours? Donc, la plus grande victoire, c'est l'arrivée de notre fils, évidemment. Évidemment. Voilà. Après, bon, ça arrive après quelques années, donc il y a eu d'autres victoires aussi Bien sûr. entre-temps, parce que mine de rien, surmonter toutes les étapes de ce parcours, ça représente quand même une victoire à chaque fois, même si on le voit pas forcément comme ça quand on y est. On voit un peu de joie, de la déception, un peu de joie, de la déception, mais pour autant, le fait d'être déçu, d'être triste, de s'écrouler et de se relever le lendemain, c'est déjà une petite victoire. Bien sûr. Donc voilà, vraiment, on a été fiers de nous de poursuivre le parcours malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles, des prises de rendez-vous, malgré les obstacles au niveau de la gestion du planning, de la gestion des services, parce qu'il y a quand même des moments où tel ou tel service est fermé ou pas disponible, donc du coup ça reporte un petit peu la suite du parcours. Donc voilà, il faut prendre toutes ces petites choses comme des victoires. Donc rien que d'être allé au bout du parcours, c'était une sacrée victoire. Voilà, il aurait pu être plus long, il aurait pu être plus court, mais ça reste quand même de sacrées victoires. Voilà. Exactement. Donc après, ça a renforcé entre nous, notre couple, cette espèce d'union de force et de travail d'équipe, parce que je pense que ces parcours-là sont tellement difficiles que ça met vraiment à mal le couple. Donc il faut qu'on reste soudés. Il faut que quand il y en ait un qui s'écroule, l'autre puisse le relever, et qu'il y ait vraiment ce partage de on vit les choses ensemble. On fait les soins ensemble, parce qu'effectivement, sur tout le parcours, c'est Nicolas qui me faisait les injections pour pouvoir participer un petit peu à tout le protocole, à toutes ces procédures-là. Donc voilà, je dirais vraiment l'union et la cohésion du couple. Après, forcément, sur des protocoles comme ça où le corps est un peu objet de réception de soins, on sent qu'on n'est plus trop maître de son corps, on n'est plus trop maître du rythme de vie qu'on a, de la sexualité, parce qu'effectivement, pendant tous ces parcours-là, il y a des moments où on peut faire l'amour, des moments où on peut pas trop faire l'amour, des moments où on n'a pas envie de faire l'amour. Enfin, voilà, toutes les injections d'hormones, ça bouleverse énormément le corps de la femme, de manière générale déjà. Oui, déjà en temps normal, mais voilà, là encore c'est plus. potentialisé pendant tous ces parcours-là, donc vraiment, le couple est mis à mal. Le couple est mis à mal dans la sexualité, dans la communication, dans la gestion des émotions, d'où effectivement le fait d'avoir besoin d'un accompagnement. Et après, je dirais aussi que la sensibilité que j'ai déjà de base, enfin, notion d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, c'est vrai que avec tous les bouleversements hormonaux de ces protocoles-là, ça a été vraiment potentialisé et ça a fait naître vraiment beaucoup de moments difficiles avec énormément d'émotions. C'est qu'on apprend à gérer au fur et à mesure, mais vraiment ce qui ressort beaucoup, ce qui est beaucoup ressorti pour moi. Ouais, c'est vraiment ça qui a été le plus compliqué pour toi à gérer à ce moment-là. C'est ça. Parce que même sur des moments de joie, on est toujours beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup à fleur de peau. C'est compliqué de s'exprimer. Et puis du coup, parfois on a envie d'en parler, parfois on n'a pas envie d'en parler. Bien sûr. C'est compliqué aussi de gérer les réussites, les échecs et la tristesse, notre propre tristesse, la tristesse de notre couple et la tristesse des gens qui sont au courant du parcours qu'on est en train de traverser et qui eux aussi sont tristes pour nous. Et voilà, c'est difficile pour tout le monde de gérer les émotions, de gérer un peu toutes ces étapes. Et c'est vrai qu'à des moments, j'ai trouvé ça même difficile d'en parler aux autres parce que je me disais, j'ai pas envie de supporter leur tristesse, leur déception. Leurs émotions. Je peux pas gérer ça. J'en ai déjà trop à gérer. Oui, bien sûr. Et puis, ça met peut-être une certaine pression aussi d'avoir à gérer ça, les émotions des autres, ou de répondre aux questions, dire alors, t'en es où? Exactement. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que nous, on a quand même des familles assez discrètes, qui nous ont jamais tanné ou bassiné sur le quand est-ce que vous faites un enfant. Donc bon, moi j'en ai beaucoup parlé à ma famille, mes parents, mon frère, enfin voilà. Ma famille était au courant qu'on était dans ces parcours-là. Ils étaient relativement discrets. Voilà. Ah, justement, pas forcément m'appeler tous les mois en me disant alors ce mois-ci, vous essayez, vous commencez le protocole, vous en êtes tout du protocole, est-ce que ça a marché? Non, vraiment, j'avais une famille très très discrète.
et ma belle famille n'était pas forcément au courant. Je pense que c'était plutôt pour les préserver et éviter justement ce genre de questions, d'inquiétudes, voilà, qui n'était pas forcément facile à gérer pour nous. Et après, nos amis, enfin quelques amis, étaient vraiment très respectueux. Il y a quelques amis qui posaient un petit peu de questions. Il suffisait juste nous qu'on puisse mettre un peu le haut là en disant, s'il te plaît, est-ce qu'on peut ne pas en parler en ce moment parce que voilà, j'ai pas forcément cette force-là. Il n'y avait aucun problème. Voilà. Bien sûr. On a pu vraiment être entendu, écouté, soutenu quand on en avait envie et pas soutenu quand on en avait vraiment pas besoin. Voilà. Je pense qu'on a quand même eu beaucoup de chance de ce côté-là. Bon, bah, c'est positif. Voilà. Oui, c'est positif. Pauline, où en es-tu aujourd'hui dans ta maternité? Alors aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà, mon enfant grandit très bien. On a eu donc quand même des périodes un petit peu de difficultés, de crise. Donc j'ai eu une grossesse extraordinaire où vraiment à partir du premier jour de grossesse, j'ai toute une espèce de pression qui est retombée, où j'avais plus cette enclume sur les épaules. J'ai vraiment pris les choses avec beaucoup de calme, de sérénité. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir de maux de grossesse, à part une fatigue extrême sur le premier trimestre, mais j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de fringales particulières, d'envie particulière. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de mener ma grossesse le plus calmement possible. J'ai été plutôt bien accompagnée. J'avais donc gynécologue, sage-femme, on a fait des cours de préparation à l'accouchement. Et j'avais des amies qui étaient enceintes aussi en même temps que moi, donc ça a été vraiment des bonnes ressources pour pouvoir échanger les informations, des choses des inquiétudes, des peurs. Enfin vraiment, on a pu beaucoup échanger à ce moment-là. Et j'ai eu le projet de vouloir mener un accouchement physiologique. J'en avais parlé avec une amie qui elle aussi était sur ce projet-là, donc c'était bien de pouvoir trouver du soutien. J'en ai pas forcément parlé aux soignants autour de moi, les soignants de l'hôpital qui allaient me prendre en charge, parce que je me disais arrivera ce qui arrivera. Moi j'ai ça en tête. On ne sait jamais trop ce qui peut se produire. Tout ce qu'on planifie, ça se passe pas toujours comme on l'avait décidé. Donc, autant ne pas forcément beaucoup communiquer dessus, mais par contre, de faire une petite préparation en amont. Donc, voilà, ce que j'ai fait avec des bouquins hyper intéressants. Qui s'appelle La naissance en BD de Lucille Gomez, que je recommande à tout le monde. Il est génial. Sur voilà, les accouchements physiologiques, donc c'est sur 3 tomes et je me suis régalée à les lire. J'en ai parlé à Nicolas pour qu'il puisse lui aussi participer un peu et être maître de tout ce parcours-là. Et donc du coup, j'ai eu un accouchement physiologique comme je le voulais, malgré un déclenchement 2 semaines avant la date du terme, parce que j'avais un bilan hépatique un petit peu perturbé et que du coup les équipes nous ont dit voilà, on n'est pas sur une cholestase gravidique, mais le foie souffre un petit peu, vous êtes en bonne santé, le bébé aussi, on va déclencher. Donc sur le coup, j'étais vraiment très triste parce que j'avais vraiment pas envie d'être déclenchée. On m'avait parlé des contractions qui étaient quand même assez costauds pendant le déclenchement, donc ça m'enchantait pas particulièrement. Mais bon, voilà, il se trouve que je me sentais bien préparée. J'ai réussi à avoir un travail extrêmement rapide, un super soutien du papa. Et ça s'est bien passé. J'ai pu accoucher très rapidement. Voilà. Péri, pas péri. Pas péri. Pas péri. Du coup, physio, vraiment donc jusqu'au bout. Petite épisiotomie parce qu'on avait un bébé qui avait une grosse tête. Voilà, mais vraiment autrement un super accompagnement avec une sage-femme donc que je ne connaissais pas, qui était de garde ce soir-là et qui a été extraordinaire. Laure, pour ne pas la nommer. Je me souviendrai d'elle vraiment toute ma vie. Et Lisa, qui était auxiliaire de puériculture, qui était là avec nous aussi. Et vraiment, ça a été un binôme extraordinaire. Elles étaient toutes les deux avec le papa et moi, et c'était super. Travail d'équipe. Travail d'équipe, et vraiment, tout le monde a été à sa place, tout le monde a été calme, c'était super. Donc, c'était plutôt serein pour toi. Oui, vraiment, ça a été un accouchement très serein. Et après, des premiers jours, forcément un petit peu difficile parce qu'on sait pas trop où on est, on a beaucoup de fatigue, on arrive à la maison avec un peu nos angoisses, on a du mal à savoir comment bien faire. On est rassuré par la sage-femme qui vient à domicile. Et puis voilà, après, donc les mois se sont enchaînés, un petit peu difficile parce que j'avais pris la décision d'allaiter. Et que du coup, avec l'allaitement maternel, les nuits sont très très hachées pendant très 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 longtemps. Et je savais que la gestion du sommeil, ça allait être très compliqué pour moi.
Donc oui, ça l'a été. Ça a été vraiment difficile. Oui. J'ai fait le congé maternité, vraiment le strict minimum, et j'ai repris le travail donc officiellement c'est 10 semaines. Oui. Mais du coup, comme j'avais accouché un petit peu avant et que je m'étais arrêtée plus tard, j'ai pu reprendre à 13 semaines après l'accouchement. J'ai repris le travail à fond, à plein temps, sans bien dormir. Comment t'as géré à ce moment-là? Ça a été difficile. Ça a été vraiment, compliqué. vraiment difficile. Mais je pense que j'ai eu une petite phase où je me disais que j'allais tout gérer, que j'allais tout réussir. Ça a duré quelques mois, et puis bon, je suis quand même passée par un petit burn-out maternel où, non, à ce moment-là, mon corps m'a dit, ça ne peut pas tout faire, ça ne peut pas durer. Il faut se calmer, il faut passer le relais, il faut prendre soin de soi. Donc bon, ça fait partie des difficultés postnatales qu'on a vécues ensemble à deux. J'ai commencé un travail avec une psychologue, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aurais dû commencer bien avant si j'avais su. Donc effectivement, là on est revenu aussi sur un peu tout le parcours et toutes les émotions que ça avait pu engendrer. Et effectivement, ça a été très très bénéfique. Donc voilà, aujourd'hui on est beaucoup plus apaisé. Alors notre couple a beaucoup souffert, et donc on est quand même sur une démarche de séparation où on sait qu'on est un super binôme de parents pour notre enfant. Mais voilà, on ne poursuivra pas pour le moment, en tout cas notre vie à trois. Mais on va tout faire pour que notre fils soit le plus heureux du monde, avec une maman disponible, un papa disponible, et des parents qui s'entendent bien et qui vont s'organiser au mieux pour pouvoir vivre de manière que ce soit serein, et qu'il y ait encore beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et voilà, nous c'est comme ça qu'on voit les choses, et on va essayer au mieux de le respecter. Exactement. Mais voilà, en tout cas, on a la chance d'avoir un petit garçon qui est en pleine forme, qui se développe très bien et qui fait notre plus grand bonheur. Lynn, qu'est-ce que tu voudrais dire à une future maman en parcours PMA? Alors, je voudrais lui dire que déjà, avant tout, qu'elle est très courageuse, qu'elle est superbe, que c'est une championne, que oui, effectivement, un parcours comme ça, c'est semé d'embûches. On en parle beaucoup, souvent on le décrit comme des montagnes russes, et effectivement, c'est ça. On monte, on est content d'une décision, d'un résultat d'examen, et puis après on chute parce que la procédure n'a pas fonctionné, notre corps n'a pas répondu, ou simplement l'issue n'est pas ne débouche pas sur une grossesse. Donc effectivement, c'est un parcours compliqué parce que il y a beaucoup d'émotions différentes, et il faut passer de l'une à l'autre sans arrêt, sans pause. Et que vraiment, voilà, ça, c'est très éprouvant. Mais après, c'est aussi une épreuve comme n'importe quelle épreuve de la vie où, la vivre, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas voulu, mais qui va probablement nous servir, peut-être nous aider à renforcer un sentiment de détermination, de force de caractère. Je pense que c'est des choses qui sont pas négligeables, et c'est des qualités qu'on va forcément développer, même si on y arrive, même si on n'y arrive pas. Ça fait partie d'une expérience de vie comme une autre, très difficile quand même celle-là, mais malgré tout comme une autre. Et donc du coup, voilà, je voudrais peut-être la rassurer sur le fait que quoi qu'elle fasse, elle le fait très bien, et elle le fait du mieux possible, et qu'elle ne doit pas du tout culpabiliser sur sa façon de faire, ni son état d'esprit. Elle fait comme elle peut, et c'est déjà pas mal, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un papa ou futur papa en parcours PMA? En parcours PMA. Donc je voudrais lui dire qu'il a un rôle très très important à jouer, que malgré tout, même si physiquement il est moins sollicité que sa compagne, que malgré tout son rôle est très important. Il est là pour soutenir, c'est une chose. Il est là aussi pour s'exprimer, pour exprimer ses émotions, parce que même si lui ne vit pas physiquement les choses, il vit aussi tout le déroulement du protocole, le quotidien, et il a des émotions comme sa compagne, comme sa femme. Donc il faut pas les négliger. Il faut vraiment pouvoir aussi s'écouter, et que effectivement ces parcours-là sont faits pour être vécus à deux, que ça demande
beaucoup de prise de recul. Parfois peut-être qu'effectivement on s'écoute pas de la bonne manière ou ça perturbe un peu notre rythme de vie, nos projets, mais que voilà, faut vraiment pas se décourager et se dire que la position du papa est aussi difficile que celle de la maman. Elle est très différente, mais elle doit être prise en compte et elle doit surtout pas être négligée. Et voilà, et qu'un papa, il est très important pour son épouse, sa compagne, et que voilà, sans papa, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas tout ça. Il est tout aussi important. C'est tout aussi important que la personne qui va effectivement physiquement supporter beaucoup plus de choses. Mais voilà, son rôle est très important et il doit vraiment représenter le soutien, le pilier et qui s'éloigne pas, qui se mette pas de côté parce que vraiment sa place est importante. Pauline, qu'est-ce que tu voudrais dire à une maman qui a eu un bébé en parcours PMA? Eh ben, je voudrais lui dire que c'est une sacrée championne, que vraiment elle peut être très fière d'elle d'avoir été jusqu'au bout de ce projet, d'avoir surmonté toutes ces difficultés et que maintenant voilà, elle peut essayer de profiter aussi. J'espère qu'elle aura gagné en confiance en elle, en force de caractère, parce que je pense vraiment que quand on traverse ça, on est capable de surmonter beaucoup de choses, qu'on peut se sentir vraiment fier de sa détermination, de sa force de caractère, de son courage. Et donc voilà, on va féliciter toutes ces mamans-là qui ont eu un bébé ou qui n'ont pas eu de bébé, parce que même les personnes qui passent par ce genre de parcours et qui malheureusement ne vivent pas une grossesse et qui n'ont pas d'enfant derrière, ça reste quand même des personnes admirables et voilà, qui font aussi preuve d'énormément de courage. Merci d'en parler parce que c'est important aussi. C'est vrai que là, on mentionne une maman qui a eu un bébé, mais une maman pour qui ça reste une maman, pour moi quand même. C'est exactement ça. Qui n'a pas pu avoir la chance effectivement d'arriver jusqu'à une grossesse, et ben elle a quand même vécu tout ce parcours-là. Elle a quand même vécu ce parcours. Elle doit quand même avoir une petite médaille. Bien sûr, warrior. Voilà, exactement. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la prise en charge de ce parcours PMA et dans la parentalité de manière globale? Dans le parcours de PMA, alors je trouve vraiment qu'il y a eu énormément de progrès sur la prise en charge de la PMA dans l'organisation, voilà, les protocoles sont bien rodés, il y a des staffs médicaux qui sont faits, les personnels sont formés, on a quand même énormément d'informations. Maintenant, réellement, à travers mon expérience, je dirais que l'accompagnement psychologique ne doit vraiment pas être négligé et il doit être systématique, aussi systématique que les prises de sang, que les échographies, que voilà, tout ce suivi-là, il est vraiment très important. Et pour éviter que les couples se cassent le nez après, eh ben, il faudrait qu'ils soient pris en charge dès le premier jour du protocole, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, et que même si les couples se sentent pas forcément la possibilité, enfin pas la possibilité, mais l'envie de s'exprimer au départ, rien que de savoir que la prise en charge existe et qu'elle peut débuter à n'importe quel moment du parcours, déjà ça pourrait les tranquilliser. Donc je dirais vraiment la prise en charge socio-émotionnelle et psychologique indispensable au même titre que la prise en charge médicale. Voilà. Si tu pouvais t'adresser au gouvernement et au ministère, qu'est-ce que tu pourrais leur demander pour améliorer cette prise en charge concrètement au niveau du parcours PMA, mais aussi de manière globale, manière générale. Maternité, parentalité. Oui, alors bon, après je vais essayer de pas rester que sur mon profil, mais en tant que patiente de parcours PMA, je suis très reconnaissante de la prise en charge par la sécurité sociale, parce que ça effectivement c'est pas forcément le cas dans chaque pays. Donc voilà, on peut quand même saluer le fait que toute la partie médicale est prise en charge. Réellement, la partie psychologique devrait être prise en charge aussi. Il devrait peut-être y avoir tant de séances tout au long du protocole, parce que ça vraiment c'est très important. Ça éviterait peut-être beaucoup aussi les dépressions prénatales, les dépressions du postpartum. Vraiment, il y a un accompagnement psychologique à proposer et à proposer à toutes les femmes, donc en parcours PMA, mais même hors parcours PMA, et même en postpartum, même si je sais qu'il y a une consultation qui est prévue
avec une sage-femme pour justement prévenir les risques de dépression du postpartum. Je pense que voilà, ces consultations-là, elles devraient être faites effectivement à 6 semaines, je crois, mais même bien après. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui apparaissent bien après. Et après, je ferai peut-être juste une petite parenthèse sur mon type de profession, parce que je suis profession libérale et que les professions libérales ne sont pas soumises aux mêmes règles que les salariés, et que du coup, une profession libérale en plein parcours PMA, elle aura aucun droit, aucune absence autorisée, aucune prise en charge d'arrêt, de quoi que ce soit. Et même pour le congé maternité, en fait. J'ai eu la chance d'avoir une super grossesse, donc j'ai bénéficié uniquement du congé maternité classique, sans arrêt ni avant ni après. J'ai eu les indemnités journalières de la sécurité sociale qui correspondent à pas grand-chose par mois. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir eu un conjoint qui a pu prendre le relais financièrement parlant, mais vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Ouais, c'est compliqué, hein. Parce que ça couvre les indemnités journalières ne couvrent pas les charges. On n'a aucun argent qui rentre. Et voilà, et je trouve ça quand même dommage de devoir presque s'obliger à s'arrêter avant, après pour pouvoir faire jouer les prévoyances. Je trouve ça vraiment vraiment dommage. Et que si c'était mieux pris en charge, peut-être qu'il y aurait aussi moins d'arrêts. Et puis ça faciliterait aussi les choses. C'est ça, on serait un peu moins stressé, parce qu'effectivement, une profession libérale qui a un désir d'enfant, elle est quand même confrontée à beaucoup de difficultés, et parfois ça peut être un petit peu déroutant, et ça peut peut-être faire différer certains projets de parentalité, parce que on ne sait pas comment on va s'en sortir financièrement finalement. Oui, bien sûr. Voilà ce que je dirais. Alors Pauline, je sais que tu es en formation d'accompagnante périnatale. Oui, tu envisages d'accompagner du désir d'enfant, postpartum oui, au postpartum. Comment tu envisages les choses de l'enfant. Oui. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi pouvoir accompagner des couples en parcours PMA pour avoir traversé ça. Du coup, je sens que et ma formation d'infirmière et cette formation d'accompagnante périnatale pourraient me donner les clés, les outils pour pouvoir prendre en charge les couples. Donc pas sur le versant médical du coup. Et encore, je pourrais peut-être faire un peu d'éducation au niveau des soins infirmiers. Mais par contre, vraiment pouvoir accompagner ces personnes-là du point de vue des émotions, des besoins, de pouvoir leur apporter des outils pour communiquer, pour exprimer leurs émotions, pour vraiment tout le versant socio-émotionnel qui n'est actuellement pas prévu dans les parcours PMA. Et puis ensuite, effectivement, pouvoir accompagner des couples ou des parents solos entre le désir de grossesse et tout le déroulement de la grossesse, sur l'accouchement et sur le postpartum. Voilà, tout ce qui concerne la périnatalité, qui a été vraiment un univers que j'ai découvert avec ma propre maternité, mais qui est vraiment passionnant, et pour lequel effectivement il y a beaucoup de choses à faire du point de vue de la prise en charge socio-émotionnelle, psychologique, même si effectivement j'ai pas de formation en psychologie, donc en cas de problème qui outrepasse mes compétences, je saurais rediriger vers des psychologues. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une prise en charge du point de vue des émotions, du point de vue de l'organisation, de la logistique, des craintes, des peurs, pouvoir vraiment soulever tous les questionnements, pouvoir lever un peu les barrières sur des difficultés, sur des peurs, pour que les parents puissent être les plus sereins possibles, et que les enfants soient aussi les plus heureux possibles. Voilà. Pauline, ton petit mot de la fin. Sandy, je te remercie pour ta confiance. Je suis très contente d'avoir pu transmettre un petit peu mon expérience, sachant que elle est singulière comme toutes les expériences. On vivra toutes des choses, tous et toutes, des choses très différentes, et que voilà, c'est important de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir trouver des ressources autour de nous, que ce soit à travers notre famille, nos amis, mais aussi des professionnels de santé qui ont beaucoup d'outils pour pouvoir nous permettre de gérer un peu ces parcours semés d'embûches, pour pouvoir le vivre le plus facilement possible, et qu'il y ait le moins de
de conséquences derrière, justement sur des parcours qu'on a eu du mal à digérer, sur tout l'impact que ça a pu avoir sur le couple, sur voilà le développement personnel et sur notre rôle de parents par la suite. Donc vraiment ne pas hésiter à se faire aider, à en parler, à surtout libérer la parole, à trouver voilà un moyen de communiquer avec d'autres personnes qui vivent aussi ces parcours-là. Vraiment la communication est très importante et pour rompre l'isolement le plus possible. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Sandrine. Merci pour ton partage et pour tous les parents et les mamans qui vont pouvoir écouter ton témoignage. Avec plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.